Voilà, c'est toujours un plaisir de voir que vous suivez les vidéos de la chaîne Immersive Learning Lab. Abonnez-vous et partagez les vidéos si elles vous plaisent. Et surtout, venez sur les lives à 18h les jeudis. C'est quand même vachement plus sympathique que de regarder ça en replay. Ne vous inquiétez pas, si c'est l'heure de la cuisine, ça s'écoute très bien en podcast aussi. Voilà, vous pouvez mettre le son, pas la vidéo, et ça fonctionne. En tout cas, on va s'y mettre parce que je parle trop comme d'habitude. Et je vais accueillir Sébastien. Salut Sébastien, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, impeccable. Merci de l'invitation. Ben, avec grand plaisir. Ça fait quelques temps qu'on en avait parlé en plus que tu viennes nous voir et puis je suis content. Voilà, je suis content que tu aies finalement pu venir. Voilà, la dernière fois c'est moi qui avais un peu merdé, mais c'était qu'à charge de revanche. C'est pas grave. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Sébastien Salin. Je suis le dirigeant de la société Readcatcher. Donc, on est spécialisé en numérisation 3D, donc grand volume par drone, etc. Et aussi donc petite pièce parce que donc la photogrammétrie a aussi sa place dans tout ce qui est petit. Et donc voilà, on est spécialisé dans la numérisation et dans l'optimisation des modèles 3D pour tout ce qui est acteur du secteur, pour la VR, la AR, etc. Vraiment, on est créateur de contenu, quoi. Un petit peu Ok. les gros traits. Et donc vous allez tout faire depuis la captation jusqu'à la livraison d'une application ou vous avez des intermédiaires entre les deux? Alors non, 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 on est vraiment autonome. C'est-à-dire que donc au niveau de la numérisation, en fait, donc moi je suis télépilote de drone professionnel. Donc du coup au niveau du drone, en fait, pour les grands espaces, là c'est intéressant. Après on est équipé de scanners laser. Donc j'ai le dernier HX là, de chez Enscan qui est sorti au mois de décembre dernier. Donc nouvelle technologie là aussi. Et après on a tout un dispositif pour la photogrammétrie, pour les œuvres un peu plus petites, on va dire. Donc, c'est semi-automatisé, plateau tournant, en liaison avec le réflexe, enfin voilà, de façon à pouvoir faire des captations tous les 10 degrés, ce qui permet de faire de la photogrammétrie très pointue. Donc, voilà un petit peu les différents outils qu'on utilise. Eh ben, ça fait des sacrés outils. J'ai hâte que tu nous détailles un peu comment ça marche, à quoi ils servent, et puis comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte d'utiliser l'ensemble de ces technos pour justement à la fin avoir un modèle complètement fini, puis une expérience de réalité virtuelle photogrammétrique. Et Alors, tout d'abord, je t'en prie. ouais, et surtout, tu nous as dit que tu étais pilote de drone professionnel, donc tu as une licence, je suppose, et Ouais. ça va être un. Donc je suppose que c'est un outil que tu vas vachement utiliser du coup. C'est un outil qu'on utilise, je ne vais pas dire au quotidien, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus demandé. Déjà, d'avoir que ce soit des captations drone ou des vues aériennes, c'est très demandé en moment et c'est très tendance. En fait, il y a un petit peu l'effet waouh, quoi. Et après, pour la numérisation, là, en fait, ça facilite les choses, mais grandement, quoi, comparé à la photogrammétrie terrestre, où là, tout de suite, dès que ça prend de la hauteur, c'est compliqué, on n'est pas tout de suite dans les bons angles, donc ça marche pas. Et là, avec le drone, en fait, on couvre tous ces angles qu'on peut pas avoir d'un point de vue terrestre, et c'est vraiment là que c'est intéressant de pouvoir utiliser, je te dis, la photogrammétrie pour reconstruire des bâtiments ou des sites, parce qu'on a vraiment des degrés de réalisme et une qualité photo, en fait, qui est vraiment très sympa. Ouais. Ok, ok. Et alors, question, donc, comment, autant sur un pied, je vois bien comment fonctionne la photogrammétrie. On pose, donc pour petit rappel, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas la techno, la photogrammétrie, c'est le fait de créer une photo tridimensionnelle. Alors, il y a plein de méthodes pour y arriver, mais à la fin, c'est ça le rendu que vous allez avoir dans un casque ou sur un écran. On aime beaucoup en VR parce que ça donne des simulations ultra réalistes. Mais l'idée, c'est on va photographier sous tous les angles un objet, par exemple, un petit objet, et on va reconstituer ces photos pour créer un modèle 3D. Et ce modèle 3D va être exploitable comme n'importe quel autre modèle 3D. Voilà. Et donc, Sébastien, je te laisse nous expliquer comment on va faire ça avec sur un plateau. Tout à l'heure, tu as parlé de plateau avec des angles à 10 degrés. Voilà, Ouais, comment est-ce qu'à partir de ça, tu arrives à ton modèle? et ben en fait, du coup, c'est par, comme tu disais, hein, par assemblage photo. En fait, entre la première et la cinquième photo, il faut qu'il y ait des points de liaison, ce qui fait qu'on a un modèle 3D en fait qui se reconstruit et qui est
qui est numérisé dans chaque recoin. Et à partir de là, en fait, on arrive à recréer le modèle 3D hein, par différents logiciels. Il y a Reality Capture, enfin, il y en a différents autres encore qui existent sur le marché, Zephyr et tout ça. Donc du coup, avec cela, en fait, on peut donc recréer le mesh, quoi. Donc le mesh n'est pas toujours beau, c'est pour ça que la photogrammétrie est toujours plus belle, parce que là, c'est là qu'on vient appliquer les textures dessus. Donc il y a vraiment un peu de triche. Donc c'est pour ça que la photogrammétrie ne vaut pas le scanner laser. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu toutes ces technologies de façon à cumuler tout ça. Donc c'est-à-dire que j'utilise le scanner laser pour numériser des œuvres, donc on va dire à taille humaine, on va dire ça comme ça, pour avoir justement tout ce qui est le mesh dans les détails, c'est-à-dire pour ressortir les normales. Et ensuite, j'utilise la photogrammétrie, toujours sur le même modèle, justement pour retirer je veux dire la map des textures en fait. Donc, c'est-à-dire que donc, du coup, avec ces deux modèles-là, j'arrive à avoir des modèles 3D hyper réalistes et hyper légers en fait, en cumulant les deux technos quoi. Donc, en fait, si je comprends bien, avec ton scanner laser, tu viens faire un nuage de points de ta surface ou de ton objet. Alors, nuage de points et mèche fermée. Mèche fermée. D'accord. Voilà. Ah ouais. Et une fois que tu as ce mesh-là, tu viens plaquer de la texture de photo dessus pour arriver au résultat que toi tu attends. C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. On arrive justement à ressortir toutes les maps de brillance, luminosité ou autre, et ce qui fait qu'un modèle, donc on appelle ça des modèles low poly, dessinés au maximum, on va dire ça, avec le minimum de polygones possible, et justement on vient paquer toutes ces maps de texture qu'on a réussi à prendre sur le mesh au scan laser, et ainsi que sur la photogrammétrie au niveau texture. Donc on jongle avec tout ça, et donc on arrive à faire des modèles 3D, je dis qui pèsent à peine 1 MO pour certains, quoi. Tout en regardant une qualité photoréaliste. Donc c'est assez intéressant. Ah oui, oui, ça peut même être plus léger que des modèles qu'on va utiliser, générés par ordinateur. Et ça, c'est assez cool. Alors le chat est impitoyable et le chat demande des réponses. La question est qu'est-ce que tu appelles un mesh C'est vrai que pour nous, c'est évident. Alors du coup, un mesh, c'est un modèle fermé en fait, c'est-à-dire qu'on extrait une surface, on n'extrait pas un nuage de points. Les nuages de points sont tous reliés par des vertex et puis au final, du coup, ça fait un polygone et tous ces polygones mis les uns avec les autres créent le mesh en fait. Donc voilà ce que j'appelle le mesh. Donc le mesh, c'est vraiment, vulgairement parlant, un objet 3D fermé, voilà, qui est complet et qui a pas de trou, on voit pas à travers, on voit pas dedans. Enfin, c'est un objet 3D qu'on va manipuler derrière. Et quand même, pour les gens qui nous regardent, c'est important de bien comprendre quand Sébastien, ouais, la structure 3D, c'est exactement ça, Galienne. Et c'est ton objet, voilà, en VR, à un moment quand tu attrapes un objet, nous on appelle ça vulgairement des objets 3D. Dans le monde pro, on appelle ça un mesh parce que on va mettre des paramètres supplémentaires sur mesh que sur objet 3D. Tu me reprends si je dis une bêtise. Hein, ouais, c'est ça, on y est dedans, c'est bien. Et quand même, il faut bien se rendre compte, quand Sébastien dit qu'il arrive à des modèles photoréalistes à 1 méga, on a quand même là un modèle qui est très léger. Un modèle numérique généré par ordinateur. Tiens, ouais, est-ce que tu en as un très léger là, à nous montrer comme ça? Par exemple, je vais prendre un peu la sculpture en bois là, qui est ici. Là. Donc, allez, du coup, elle est à l'écran, vas-y. Donc, du coup, tu vois, on arrive sur une qualité photoréaliste dans lequel on voit les maps de brillance. Alors, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais on utilise vraiment la rugosité et les maps de brillance telles qu'elles existent dans la réalité. Hein. Le modèle est comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à avoir des modèles 3D comme celui-ci, ouais, qui ne doit pas peser un MO. Quoi. Donc là, c'est intéressant pour tout ce qui est AR et VR, ce qui fait que les modèles 3D qui veulent afficher, ils ne sont plus en attente de téléchargement. C'est directement en instantané quasiment qu'ils ont le modèle 3D. Donc là, c'est quand même intéressant pour eux. Après, là, c'est pareil. Bon, là, c'est autre chose. Hein. C'est un four à pain qui a été numérisé en photogrammétrie. Mais l'idée, c'est pareil. Quoi. Ça doit peser 1 ou 2 MO. Et à côté de ça, on a quand même des qualités photoréalistes assez intéressantes. Quoi. On a un niveau de détail qui reste vraiment impressionnant. Ouais. Et surtout, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte pour les gens qui font pas d'images 3D au quotidien, c'est qu'un modèle 3D sur un PC que vous allez faire avec n'importe quel logiciel, un Unity, un Blender, ce que vous voulez, c'est tout de suite très lourd. En fait, on embarque beaucoup d'informations. Et tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre sur les applications professionnelles et grand public. Hein.
plus vous êtes capable. Il y a deux choses qui vont vous limiter en fait dans une application. C'est un, la taille des modèles que vous embarquez, parce que plus ils sont gros, plus ils vont prendre de l'espace sur vos disques. Donc, plus vous avez besoin d'espace, c'est un premier point. Puis après, il y a le nombre de polygones. Là, on rentre dans un truc un peu plus technique. C'est le nombre de facettes qu'on va pouvoir faire apparaître à l'écran, qui est important. D'ailleurs, en termes de nombre de polygones, tu te positionnes comment, du coup, sur ce genre de modèle? Et ben là, sur ce genre de modèle, en fait, on est à moins de 10 000 polygones. L'idéal, parce que là, bon, là, le modèle que j'ai à l'écran, c'est quand même un modèle super détaillé. Mais sur le modèle, par exemple, que j'avais sur la statue en bois, là, par exemple, le penseur, là, je sais pas, on doit être à 2000 polys, quoi. En tout cas, c'est ça. Hein, Ah, plus que ça. Donc, enfin, voilà, 2000, 3000 polygones. Même 10 000. Ouais. Donc, du coup, voilà, enfin, l'idée, c'est de vraiment optimiser tout. Ouais. 2000, 10 000, même 10 000, on reste sur un nombre de polygones qui est Ah non, faible pour un modèle. c'est vraiment peu, ouais. C'est vrai. Donc, du coup, ouais, l'idée, c'est vraiment d'optimiser le maillage au minimum. Donc, je vais reprendre celui-là. Là. Ah ouais, non, c'est vrai. Ah, bon, non, c'est pas mal. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Bon, l'idée, c'est vraiment de faire de la rotopo, en fait, pour justement avoir le plus bas polygone possible, de façon à ce que ce soit le moins énergivore. C'est ça l'idée. Quoi. Et le plus instantané, forcément, dans toutes les applications, comme je disais, VR ou AR et tout ça. Bon, bah, c'est... Ok, super. Bon, et alors maintenant, la question qui fâche. Du coup, quand tu passes... hop, je vais couper ton écran, ton retour, pour pas Ouais, spoiler vas-y. la suite. Ça fait un peu de teaser. Non, non, mais t'en fais pas. Hein, je vais gérer les affichages. Euh, Comment est-ce que tu fais pour avoir le même niveau de qualité, le même niveau de détail, la même légèreté sur un modèle d'un bâtiment complet? Ah bah, du coup, c'est la même technique. Mhm, L'idée, c'est de simplifier les façades au maximum mhm. et en fait, venir appliquer en fait, toutes les textures par la même technique en fait, sur les façades. Donc, une façade qui est modélisée, on va dire toute plate, on peut très bien lui inventer un revêtement quelconque, on plaque dessus en fait, par le biais d'images et de normales, etc. Et on arrive quand même au même résultat visuel. Donc, ça reste de la 3D, mais on triche, quoi. C'est plus la. Voilà, on triche par le visuel, quoi. Mais du coup, tu vois, là, j'ai une question. Alors, je vais poser une question très bête et je vais poser une question moins bête. Qu'est-ce qui t'empêche de faire 4 photos de ton bâtiment et de coller les photos côte à côte sans aller chercher du détail pour faire un truc ultra léger? Ça, c'est pour la question bête. Et ben, du coup, ben, ce qui va te manquer dans tout ça, c'est des détails. C'est-à-dire que tu vas pas réussir à recréer euh, en 3D le bâtiment par le biais de toutes ces normales qu'on vient rechercher sur le bâtiment. C'est-à-dire qu'il a des cartes de profondeur, on va appeler ça comme ça. Et donc, du coup, c'est toutes ces cartes de profondeur qu'on va venir rajouter sur la texture et qui va donner le côté volumique de tout ça. Alors que si tu ne prends pas le modèle 3D, tu vas juste plaquer une image sur un mur et ça va rester de la 2D. Tu n'auras pas cette espèce de profondeur que tu aurais sur une entrée de porche, une ouverture de fenêtre, un revêtement quelconque sur le bâtiment. Enfin voilà, tout ça tu le perdrais et tu arriverais sur de la photo 2D. Quoi. Donc voilà, c'est un peu les visuels d'archi des années 80. Quoi. Ouais, je me doutais, mais bon, enfin, il pose la question quand même. Et alors, du coup, autant, tu vois, je comprends très bien comment tu arrives à faire de la photographie de la photogrammétrie sur des petits objets. C'est-à-dire que tu as ta platine qui va s'incrémenter de degré en degré, tu maîtrises parfaitement la position de ton appareil photo en tout temps, donc c'est C'est assez ça. facile. Une fois que tu as les données de position de tes photos, enfin de l'endroit où tu as pris tes photos et le résultat des photos, de recouper le tout pour pouvoir remonter des modèles. Quand tu fais ça avec un drone, parce que je suppose que si tu vas faire ça sur un immeuble ou sur une montagne ou sur, je sais, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Ouais, euh, on, tu vas faire ça avec un drone, forcément. Tu es plus sur un pied c'est ça. photographique qui permet de faire le tour. Ok, comment est-ce que tu sais à quel endroit sont prises les photos? Comment est-ce que tu connais les angles? Parce que là, enfin, il faut maîtriser tout le vol. Enfin, comment est-ce que tu recoupes en fait les infos du vol du drone avec les infos photographiques? Alors du coup, ben, les prises de photos, en fait, ben, déjà c'est un peu une habitude. À partir, comme je disais depuis le départ, hein, à partir du CO, entre la première et la cinquième, il faut que ça matche. Tu vois à peu près en fait comment maîtriser ton drone et comment maîtriser la photo. Après, en fait, tout ce qui est position dans l'espace, ben, déjà on pourrait
ne pas utiliser cette position dans l'espace. La photo, en fait, le modèle 3D n'a pas de taille, en fait. On numériserait un tout petit arc de triomphe, ça demanderait autant de boulot que de numériser. Enfin, bon, peut-être pas, mais un grand arc de triomphe dans le sens où il faut autant de photos pour avoir remonté un modèle 3D. C'est toujours la même façon de faire. Et donc après, on peut regrouper aussi les positions GPS. Donc le drone a ses positions GPS, donc qu'on peut coupler aussi. Mais après, on sait que le GPS est un peu aléatoire, donc des fois c'est plus sur des problèmes qu'autre chose. Mais en tout cas, le principe de la photogrammétrie est et reste le même, que ce soit sur des petits ou des grands modèles en fait. D'accord, d'accord. Et du coup, pour le laser, je suppose que c'est la même chose. Pour venir prendre tes Alors, points le laser. laser, un peu, c'est différent parce que le laser, là, on va pouvoir. Il y a plusieurs façons d'utiliser le laser. On peut utiliser le laser dans le sens où il va se servir des formes, de la géométrie pour se diriger dans l'espace et pour voilà, gérer et numériser le modèle qu'on a à faire. On peut utiliser aussi le laser avec donc des pastilles réfléchissantes, donc des repères à peu près tous les 20 cm, quoi, et de façon à avoir une carte de repères et il va numériser le mesh par rapport à cette carte de repère. Donc, ça veut dire que on s'en fiche si c'est lisse, brillant, mat, voilà. Et donc, le laser, en fait, va numériser la surface sur laquelle il aura préalablement, en fait, enregistré les marqueurs, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Euh, Après, le scanner que j'ai fait lumière structurée aussi, donc ça, c'est plutôt pas mal parce que Comment t'as dit? là, on est pas sur. Comment tu as dit? Il fait le. Il fait de la donc, numérisation par lumière structurée. C'est-à-dire que D'accord. voilà, il projette un nuage de points et ce nuage de points sont référencés par rapport à leur distance. En fait, il enregistre le mesh. Donc, et là, un peu, c'est différent parce qu'il va pouvoir utiliser soit la texture, les couleurs ou bah, c'est surtout les couleurs en fait, hein, tout ce qui est texture. Et après, en fait, il y a surtout comment dire, donc il enregistre les couleurs et la forme en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de ces fameux repères qu'on a besoin pour numériser au laser sur certaines choses. Quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc j'utilise voilà, le laser, le scanner dans ce sens-là, d'une façon laser ou d'une façon lumière structurée. En fait, ça dépend de l'œuvre à numériser et aussi de ce que veut en faire le client. Quoi. Parce que le scanner laser ne prend pas de texture. Donc, enfin, moi, dans ma circonstance, ça ne me pose pas de problème parce que j'utilise la photogrammétrie pour la texture. Donc, c'est pour ça que j'arrive à cumuler un peu les deux technos. Mais, et donc, le laser, le scanner qui fait la texture, on n'arrive pas au même degré de texture que la photogrammétrie. On arrive à une texture un peu bleurée, quoi. Un peu, enfin, voilà, c'est pas super top, quoi. C'est pour ça que la photogrammétrie vient en appui derrière ça. Ouais. D'accord. Et alors, on a une question dans le chat qui nous dit pourquoi le faire à partir de photos plutôt que d'une vidéo? Voilà. Alors du coup, il y a des logiciels qui sortent, surtout bien maintenant téléphone, ils sortent des vidéos 8K. Du coup, c'est impressionnant. Donc oui, oui, il y a possibilité de le faire, ça c'est certain. Ouais. Ouais. Après la photo, voilà, dans la vidéo, on est toujours en mouvement, et donc forcément, vu que le secret un peu de la photogrammétrie, c'est la belle photo, on imagine bien qu'une photo prise en mouvement est moins bonne qu'une photo statique au niveau du champ de profondeur, etc. Enfin voilà, un peu de technique photo. Quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Et alors, vraiment là, je vais pas, je pose la question parce que je pense que tu connais mieux que moi la réponse. Mais ce que tu fais par rapport à du light field, comment est-ce que ça se place vu que tu parlais de lumière tout à l'heure? Alors, j'ai pas compris le terme, ou alors je le comprends pas. Le Oui, pardon. light field, c'est alors justement, je sais pas, je sais pas, c'est pas la lumière structurelle dont tu parlais, mais je sais pas D'accord, si ok, d'accord. Ok, c'est pas le même terme, mais c'est pareil. Oui, d'accord. je sais pas si tu avais vu cette expérience de Google qui était sortie il y a 2 ans maintenant, où ils faisaient justement de la captation. Et ils appelaient ça light field. Ils faisaient ça avec des énormes gears d'appareils photo. C'était des espèces de grosses sphères et ils déplaçaient pour faire un D'accord. ensemble de photos. Voilà. Et ils appelaient ça light field. Donc voilà, si tu connais cette techno, est-ce que ça te parle? Et comment est-ce que ça se positionne par rapport à ce que tu peux faire toi chez Redcatcher? D'accord. Ben, en fait, c'est ça. Ben, nous, on utilise aussi appareil photo 360.
Donc Hmm. là, si tu parles de l'appareil photo 360 qu'ils ont mis sur la Google Car, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça l'idée quand ils ont fait Street View et tout ça. D'accord, ok. Bah, en fait, on peut très bien faire des visites virtuelles. C'est pareil, en fait, à peu près ce qu'on fait. Là, j'y étais. Donc, c'est-à-dire que je peux faire des points de vue 360 aériens que je peux coupler avec des visites d'entreprise en photo 360 terrestre. Donc, du coup, ça fait des mixités assez sympa. Après, on peut aussi, comment dire, utiliser ça pour montrer un peu, surtout les visites virtuelles, en fait, hein, enfin en bulle 360, pour montrer surtout ce que les gens ne verront pas, à savoir les derrière d'une brasserie ou ceci. Voilà, là, c'est intéressant sur ce sujet-là aussi, ouais, tout ce qui est visite virtuelle. Ouais. Et donc, du coup ouais, j'utilise, on te dit, hein, caméra 360. Et puis, le drone me permet aussi de faire des panneaux 360 aussi aériens. Donc voilà, je combine un peu ces deux particularités aussi. Ouais. Et du coup, ouais, je vais refaire la question con. Quand tu fais une prise de vue de 360 sur un drone, t'as deux caméras. T'en Non, rajoutes une sur le drone, non? non. Ah bah comment tu fais? Le drone, en fait, fait pareil, même principe, hein, automatisé, en fait. Et tous les degrés, il prend une photo. Et en fait, et ensuite, au lieu de, donc je crois que c'est 18, une vingtaine de photos. Et donc, en fait, bah, il les remonte en une sphère, donc photo 360. Et donc, voilà comment je fais les 360 en drone. Ouais. Mm. D'accord. Et en fait, le drone est suffisamment stable pour pas que t'aies l'effet de décalage sur tes Ah photos ouais, qui fait que ouais, t'arrives pas à les non, replacer. non, franchement, j'ai le dernier Mavic Pro, là, le dernier Mavic Pro 2, donc franchement, c'est super matos. Hein. En plus, il est, euh, il est pas imposant, donc il est très stable. Et Hmm. donc, ce qui fait qu'on n'a pas. Et puis bon, après, il faut pas faire des photos non plus avec 90 km/h de vent. Hein. On imagine bien que ça risque de bouger. Mais dans de bonnes conditions, non, non, il y a vraiment aucun problème. Avant, nous, on faisait ça avec des GoPro. Donc, on avait une sphère 360 sur laquelle on avait 6 GoPro. Et en fait, on a rassemblé, à l'époque c'était Panocolor, le logiciel, et on rassemblait justement nos photos fisheye pour les réassembler. Et donc là, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des problèmes j'allais dire strabisme, D- mais parallélisme, enfin, en tout cas de calage, en tout cas entre les deux photos, que là maintenant, non, il n'y a plus rien de tout ça, c'est fini. Ouais. Mm. Ok. Et alors, est-ce que tu as déjà fait, toi, des prises de vue drone, justement? Est-ce qu'on va utiliser, par exemple, du drone pour faire de la prise de vue en intérieur? Tu vas nous montrer après, là, mais moi, je le vois à l'écran. Le live ne le voit pas encore, mais je vois l'intérieur d'un musée qu'on va aller visiter. Euh, Mm. est-ce que ce musée déjà est en photogrammétrie ou est-ce que c'est un modèle 3D? Et est-ce que ça serait possible d'imaginer de coupler en fait ta manière de faire au sol et ta manière de faire en aérien dans des bâtiments pour numériser des intérieurs de bâtiments? Je pense notamment, tu vois, des choses comme Versailles. Le Google avait fait une tentative de numérisation photogrammétrique de Versailles qui est accessible gratuitement sur les stores. C'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup d'aberrations, notamment dès qu'on va commencer à prendre de la hauteur sur les plafonds. Et c'est assez dommage, je trouve, parce que les plafonds Versailles, ça fait partie quand même des choses qu'on Ouais. veut voir à Versailles. Et du coup, je me demande si, en fait, tu vois, le fait qu'on soit loin des plafonds qui sont très hauts dans ces bâtiments-là, fait que faire de la photogrammétrie, ça peut être plus complexe. Est-ce que du coup, de la coupler avec une technique au drone permettrait d'augmenter grandement la qualité? Ben, là, je pense que oui, hein, sur un sujet comme une grande salle de Versailles, en tout cas, moi, ce que je viens à l'idée tout de suite, c'est de mettre un appareil photo sur le dos du drone et puis de numériser à l'ancienne tout le plafond en photogrammétrie. Et là, Hmm. on retrouve en tout cas la qualité photo, la qualité photogrammétrie sans avoir cette distance ou cette distanciation avec un zoom qu'on irait en bas zoomer pour avoir tous les plafonds. Donc c'est vrai qu'en pour reconstruire une salle comme ça, voilà, on est sur de la photogrammétrie pure et dure, sol et plafond, et avec ça, on arrive à vraiment bien avoir des très beaux modèles 3D et complets, hein, avec s'il y a des zones comme ça un peu plus complexes. C'est vrai que le drone, bah, ce qu'on sait que le drone, c'est que il peut pas prendre tout ce qui est au-dessus, donc ça c'est un peu embêtant. Donc, mais c'est vrai que sur des choses qui sont
en hauteur, mais que le drone a assez d'espace au-dessus, où là, c'est intéressant pour la photogrammétrie. Là, au moins, on n'est pas obligé de monter sur les échafaudages ou encore plus montrer avec son scan à 3 mètres de haut, expérience. Hein. Enfin, voilà, des choses très galères, alors que là, avec le drone, bah ouais, là, ça simplifie beaucoup de choses pour les travails en hauteur, c'est certain. Ouais. Et alors, en fait, c'est Versailles qui m'y fait penser parce qu'il y a des miroirs, mais les surfaces de bâtiments, par exemple, peuvent être très réfléchissantes si tu fais du scan en extérieur. Comment est-ce que tu gères cette réflexion pour faire disparaître l'image du drone de la simu, ou est-ce que tu le laisses un peu en easter eggs, un peu caché quelque part? Ben, ça, c'est un peu la bête noire de la photogrammétrie, hein, tout ce qui est reflet. Hein, donc, en fait, sur un sujet comme ça, qui aurait plein de fenêtres, en fait, faut pas s'intéresser aux fenêtres. Les fenêtres, on les remodélise après, on leur redonne leur texture après, en fait. Parce que Ok. on n'aura jamais les fenêtres en photogrammétrie. C'est impossible. Donc, du coup, à moins qu'il faudrait lancer des sauts de peinture pour dématifier les fenêtres, où là, on aurait les fenêtres. Mais c'est vrai que tout ce qui est reflet, la photogrammétrie, elle n'aime pas du tout. Et on arrive toujours à avoir des modèles 3D sur des fenêtres, en l'occurrence, qui sont déformées, quoi. C'est jamais très beau, en tout cas, les fenêtres. Donc, c'est pour ça que sur des sujets comme ça, sur le modèle 3D, on enlève la bonnette, on la remodélise et on la retexture comme on a envie. Et là, en fait, on arrive à jongler un peu sur tout pour rendre le bâtiment comme il se doit, quoi. Ok. Donc, il y a vraiment de la modé derrière à refaire, hein, c'est sûr. La photogrammétrie ne fait pas tout. Sinon, on ne ferait que de la photogrammétrie. Ah oui, Voilà. c'est pour ça qu'il faut jongler sur pas mal de sujets, maîtriser beaucoup de sujets, que ce soit la 3D, etc. Donc, pour avoir c'est vrai, des beaux modèles 3D derrière, faut maîtriser plusieurs sujets. Ouais. Et alors, du coup, c'est quoi, toi, ton cœur de cible en termes de business, de clients? Alors du coup, moi, je me suis mal lancé. Hein. Je me suis lancé en 2020 l'année dernière, donc en plein Covid. Et donc moi, j'étais parti sur une clientèle comme les musées Ouais. pour justement proposer mes services et créer des comment dire des facsimilés parce que j'ai un atelier de facsimilés. J'ai été formé par un ancien des ateliers de Sèvres, donc du coup, via la numérisation, l'impression 3D et les moulages traditionnels, donc je suis capable de fournir des facsimilés en fait qui sont voilà, qui sont des vrais facsimilés et non des interprétations comme dans tous les musées maintenant. Là, on est sur des vraies œuvres numérisées et donc faites pour les boutiques des musées. Le problème, c'est que les musées sont pas ouverts depuis un an et les boutiques non plus. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, les scanners, et c'est pour ça que j'ai créé des environnements virtuels de façon justement à mettre les scans que je faisais en valeur. Donc, c'est-à-dire leur donner une vie quelque part. Quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, là, peut-être, on va peut-être pouvoir partager l'écran. Oui, bien sûr. Un C'est bon, vas-y. j'ai partagé un vidéo virtuel, donc il y a les liens en dispo sur comment dire, sur ma page Facebook et autres. Donc, euh, donc du coup, voilà, donc on visite des musées, donc on peut avoir des interactions, donc des pages qui s'affichent, le modèle 3D qui s'affiche aussi. Donc là, c'est plutôt sympa parce que c'est une page HTML. Donc du coup, là, on peut avoir quand même pas mal d'infos. Donc le musée, en fait, a été fait entièrement sur ces 4D et après sur Unreal. Donc du coup, on a créé les espaces, donc numériser les œuvres. Et puis, donc du coup, on se balade comme ça en bulle 360. Donc ça, c'est une version du projet qui existe, donc la version la plus facile à accéder pour tout le monde. Après, sur mon site, sur le site internet, il y a une version qui existe, une version PC, où là, on joue à la première personne, donc avec les flèches de l'écran et la souris pour se diriger. Donc là, on est libre d'aller où on veut dans le musée. Et après, pour ceux qui sont équipés, on a une version VR, où là, on est complètement immergé en fait dedans. On peut interagir avec les œuvres, donc c'est-à-dire qu'on peut les prendre. On peut prendre les œuvres dans nos mains virtuelles, certes, mais en tout cas les manipuler et tout ça. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir ces trois versions en fait pour montrer que voilà, on est vraiment ouvert sur la VR et c'est quand même plutôt sympa de pouvoir manipuler des objets, des œuvres d'art en VR quoi. Eh ben, écoute, je Et mets le après, lien dans le chat pour DL le musée, du coup, ouais, et aller explorer ton travail. ouais, Voilà, et puis pour ceux d'accord. qui nous regardent en replay, c'est sous la vidéo, comme d'habitude, tout est dedans. Vous êtes habitués maintenant. Voilà. Eh ben, mais en tout cas, c'est Ça, c'est un autre sacrément espace. cool comme rendu. Ça, c'est un autre espace qu'on a fait. Là, c'est une dernière expo qu'on a fait. C'est l'exposition Leia. C'est avec le pôle de recherche et d'interprétation archéologique.
Alors, ils ont trouvé un petit artefact, donc celui qui est ici, là, le comment dire, le chevalet de Consegreux. Donc, en fait, du coup, c'est un petit artefact en fait qu'on met sur comment dire, sur une lyre et qui sert au passage de cordes. Et donc, en fait, à partir de ce chose-là, en fait, nous, on a reconstitué, comment dire, donc déjà numérisé le modèle 3D en soi, donc on l'a numérisé. Après, en fait, on a recréé la lyre en 3D, donc c'est-à-dire, ils étaient en train de la recréer, la lyre en bois, pour de vrai. Mais en fait, ils avaient un peu de retard sur le projet. Et je dis, mais c'est pas compliqué, envoie-moi les plans, on va te la refaire. Donc, du coup, on a refait la lyre entièrement. Et donc, voilà, on a reconstruit la lyre en 3D. Et puis, on a remis son petit chevalet dessus. Donc, on a fait une lyre en 3D, quoi. Donc, c'était assez sympa de faire ça. Après, là-dedans, donc, c'est une expo qui explique un peu tout le déroulement de tout ce qui a été fait. Donc, du coup, on voit les différents intervenants. Je suis ici, là, dans le petit coin. Et puis donc, voilà, après, il y a une version qui est sortie là-dessus. C'est une version comme une version PC, comme une version qui est sortie sur mon site. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on joue à la première personne, clavier-souris. Et quand on clique sur la lyre, là, on peut jouer de la lyre de 1800 avec son clavier. Donc, c'est-à-dire qu'on a demandé à enregistrer chaque note sur une touche de clavier. Et donc, c'est-à-dire que là, on a une interface, donc là, sur la version PC, qu'on peut, comment dire, jouer de la lyre de 1800 comme un lyre héros, quoi. Donc, il était assez fou, le commanditaire de l'exposition. Donc là, on a marqué les points là-dessus, hein, c'était sympa. Non, mais ça, c'est génial. Et tu vois, c'est vraiment, je trouve, un des gros atouts des musées en VR, c'est que c'est des musées où on a le droit de toucher. Et Ah sur la bah, photogrammétrie, on a vraiment ce sentiment d'être proche de l'objet. Voilà, sur la belle photogrammétrie, comme ce que tu nous présentes là, vraiment, on est au contact de l'objet euh, pardon, ouais. c'est voilà, ouais, il y a mon calendrier Outlook qui fait du bruit. Et en fait, ça s'est entendu dans le live. J'ai oublié de couper les notifs à Outlook, donc on se moque un peu de moi en disant qu'ils ont tous regardé leur calendrier. Bref, non, ce que je voulais dire, c'était que ce qui est cool, c'est qu'avec la photogrammétrie, on est proche de l'objet. Et dans un musée, moi, alors c'est peut-être juste moi, j'ai l'impression que j'ai toujours le sentiment d'avoir envie de toucher. Voilà, qu'une belle sculpture, une Et la sculpture, un distance, objet. et la distance, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Et surtout, tu sais, dans ces musées historiques, comme la Lyre que tu nous présentes, où on nous présente des objets du quotidien, on a envie de les toucher, de voir ce que ça fait, quel est le poids, est-ce que c'est maniable, est-ce que c'est encore en état, etc. Voilà, c'est une vraie question. Et du coup, de pouvoir le faire dans un musée comme ça, enfin virtuel, je trouve ça super cool. Voilà, moi, ça m'a toujours plu. Et puis de pouvoir être peinard devant des œuvres même iconiques, voilà, moi j'ai eu la chance de le vivre pour de vrai dans un musée l'année dernière. Parce qu'en plein Covid, en plein été, il y avait personne dans les musées à Paris, donc c'était vraiment le bon moment pour faire du tourisme. Mais ça n'arrivera qu'une seule fois, et du coup maintenant il faut aller en VR et pouvoir avoir le temps de regarder les œuvres, c'est quand même vraiment agréable. Ouais, ouais, En tout cas, c'est vrai, hein, je pense qu'il y a des choses à. Et puis là, c'est pareil, là, ce qu'on propose, tu vois, c'est des visites, on n'est plus sur le temporel, en fait, on n'est plus arrêté à une collection qui doit durer une semaine parce que, tiens, la semaine hmm, prochaine, on passe à la collection. Là, si on a une collection à montrer, elle est accessible voilà, 24 sur 24, 7 jours sur 7 par tout le monde. Donc, on a un public aussi qui vient la voir. Multiplié par je ne sais pas combien, comparé au nombre de gens qui viendraient voir l'exposition en vrai. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de, de propositions, en tout cas pour les musées et pour ceux qui ont envie de montrer leurs œuvres. Ouais, je trouve que c'est vraiment des choses intéressantes. Ouais. c'est ça. Et pour les personnes qui travaillent dans les musées, qui sont sur le live ou qui regardent les replays, en fait, ce qu'il faut quand même bien se rendre compte, c'est aussi que ce genre d'application, ça a fait que les fréquentations de musées qui ont ce genre d'application, ne serait-ce que gratuite sur un store, a fait augmenter la fréquentation dans les musées. Parce qu'en fait, les gens peuvent voir en VR le truc, et ça donne juste suffisamment l'appétence pour aller voir la vraie. Ok, quelle est la différence avec la vraie? Ça donne envie d'y aller. Et ça ne remplace absolument pas les musées, et ça ne les remplacera jamais. C'est juste une expérience très différente où on va Oh, aussi c'est pouvoir ça, ça doit exposer être un booster, tout des... ça, ouais, je pense. C'est ça.
Et surtout, on va pouvoir exposer les collections qu'on n'expose pas. Voilà, si vous allez dans les caves du musée du Louvre, je vous le souhaite. Moi, j'ai jamais eu le droit d'y aller, mais les caves du musée du Louvre sont pleines d'œuvres d'art que personne ne voit Bah, ouais. jamais parce qu'il n'y a pas la place de l'exposer. Voilà. Et ça, c'est quand Voilà, même dommage. on peut leur faire tout l'espace qu'ils veulent. C'est exactement ça. On peut faire un Louvre x4. Autant te dire que heureusement qu'il est virtuel parce que celui-là, t'as pas le temps de le faire même dans la journée en allant un peu vite et exposer toutes les collections du musée du Louvre. Voilà, et C'est ça. surtout après en termes de conservation, je pense qu'il y a un vrai intérêt à la photogrammétrie sur la conservation. Quand tu regardes voilà des œuvres qui sont anciennes où on a peur pour qu'elles se détruisent, mais juste après naturellement, hein, des choses en bois, ça vieillit, tout est normal. Mm. Si on arrive à en faire des scans photogrammétriques, au moins elles sont conservées au patrimoine et elles seront accessibles, alors plus en vrai, mais en virtuel, et c'est quand même déjà vachement bien. C'est ça. Euh, Ouais. Et puis après, comme je te dis, après le scan aussi, ça ouvre la porte au facsimilé, c'est-à-dire que par impression 3D, on est capable de reconstituer l'objet et de le retexturer comme l'original et de mettre éventuellement le facsimilé en exposition et l'original voilà, en chambre conditionnée comme une numérique. Et voilà, on a déjà fait ça sur un seau gaulois qui était en bois. Et donc justement, ils l'ont déterré, donc jusque-là tout allait bien, mais avec l'air ambiant, il s'est détérioré super vite. Et donc, du coup, c'est là qu'on est intervenu, on a numérisé et on a imprimé en 3D en fait pour lui redonner toutes ces textures et toutes ces couleurs en fait telles qu'il était l'original. Et c'est l'original maintenant qui est exposé. Et puis non, c'est le facsimilé qui est exposé et le seau original est mis en conservation. Quoi. Donc voilà, il y a des intérêts aussi là-dedans assez intéressants. Quoi. mm. Ouais, ouais, absolument, absolument. Bah, du coup, bah, Et tiens, tu vois, il est là le ciel. Donc, tu vois, on l'a numérisé. Donc ça, c'est le résultat du scan. Et donc, du coup, après, derrière, on n'était plus loin. On a imprimé donc, à l'échelle 1, et, tout repeint, tout retexturé comme à l'original. On mettait les deux à côté de l'autre, on ne voyait pas la différence. Donc là, c'est pareil, c'était encore un beau succès pour nous, donc c'était pas mal. bon, bah c'est bien, t'arrives à travailler quand même, même en ayant lancé l'entreprise en 2020, ça fonctionne. Ouais, enfin, ouais, mais bon, compliqué, quoi. Vraiment très compliqué, parce que déjà, pour appeler les musées, il n'y a même plus personne de standard. Donc déjà, ils s'en mettent même plus. La boîte contact, elle a dû exploser. Donc non, 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 non. Là, c'est juste là, depuis qu'ils ont ressorti les dates d'un déconfinement peut-être, où là, on sent qu'il y a un engouement même pour les entreprises, hein, pour mettre en avant, par le biais de visites virtuelles et tout ça, leur entreprise, un peu de dynamisme, un peu de numérique, parce que bon, ça reste, voilà, ils parlent toujours de numérique aussi pour les visites virtuelles. Donc, pour eux, c'est intéressant de faire le pas, en tout cas, vers ce truc-là. Donc, on sent bien qu'il y a un engouement. Là. Ça a été temps, d'ailleurs. Sinon, il faut arrêter. Non, mais ça prend, et puis la photogrammétrie dans les musées, moi j'en vois quand même de plus en plus. Et alors, c'est encore très événementiel, mais ça commence à prendre. Et ça, c'est quand même, enfin, pour moi, une sacrée bonne nouvelle. Alors attends, voilà, j'ai eu tout à l'heure dans le chat une question. Et c'est un peu la question qui tue, vu qu'on approche Ah, une de bonne la dernière. fin. Allez. Voilà, c'est un peu ça. À ton avis, en quoi la photogrammétrie a évolué en 5-10 ans et quelles sont les évolutions que l'on peut attendre de cette techno pour les 5 à 10 prochaines années? Alors, déjà, dans les 5 à 10 ans, donc déjà, ça fait un bon phénoménal au niveau de la. Je pense que la restitution du mesh sur la fin. Donc la photogrammétrie au début, ça faisait des blobs sur lesquels on mettait des photos. Et en fait, quand tu regardais le blob avec la photo, ouais, tu te dis c'est cool, j'ai un modèle 3D. Donc là, voilà. Mais ça, ouais, maintenant, on arrive en fait à attirer. Je pense qu'ils attirent plus de détails dans les photos, donc plus de Mmh. détails sur le mesh au final. Donc on arrive vraiment à une reconstitution maintenant en photogrammétrie qui rivalise les scanners standards, hein, c'est certain. Donc du coup, on arrive vraiment à un degré maintenant et on peut toujours aller plus loin avec la photogrammétrie, c'est-à-dire que si on a un protocole voilà, assez typique pour avoir un mesh qui nous convienne, on peut toujours aller encore plus loin dans la demande de détails, dans la demande de ceci pour avoir un mesh encore et encore plus précis. Donc en fait, ça dépend un peu de l'ordinateur qu'on a et du temps qu'on a à consacrer au mesh, parce que la photogrammétrie, par contre, ça c'est énergivore en temps et en traitement de données. Voilà, plus on en met, plus c'est long. Quoi. Ça c'est certain. Pour le saut que tu as fait, par exemple, c'est combien de temps? Pardon. Pour le saut Pour que le tu saut, nous là, as montré. en Mmh. fait, là, on avait fait par scanner. Donc, du coup, là, en fait, bah, c'était un scanner, un mesh texturé, en fait,
qu'on avait réussi à ressortir directement avec le scanner que je vous parlé tout à l'heure. Donc, Ok. mais là, sur un saut comme ça, allez, on va dire, je sais pas, moi, sur 150 photos, quoi. Différents angles différents, voilà, 150 photos, on est bien, ouais. À peu près. Et alors, et alors, qu'est-ce que tu attends pour les 5 prochaines années? Vers où tu veux voir cette techno Du évoluer? business, plein de sous, aller aux Caraïbes. Donc voilà, tout ce que j'ai pas pu faire. Non, 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 mais voilà, mais déjà, on sent que tout ça, ça a pris de l'ampleur. Les musées, ils commencent aussi à avoir, parce qu'il y a scan et scan. Quelqu'un qui va faire que du scan va vous donner un scan très lourd et vous ne pourrez pas l'exploiter. Il y aura des trous dedans, ça va être moche. Alors que nous, on donne des modèles 3D finis, optimisés et puis pas dire certifiés, mais presque. Mais parce qu'on va aller, même si on a des détails qu'on ne peut pas avoir, nous, on va aller, c'est-à-dire qu'on va retexturer le mesh sur le mesh directement, quoi. On va apporter tous ces petits détails, enfin, voilà, faire en sorte que le mesh il soit complet et en tout cas, beau à regarder et beau à montrer, quoi. Et donc, du coup, on voit bien que voilà, on voit maintenant qu'il commence à avoir la différence entre les scans normaux et les scans optimisés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pas mal de retours là-dessus et j'espère que j'en aurai encore plein parce que c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir des beaux scans à montrer que des scans très lourds qu'on ne peut pas partager parce que tout ça, c'est les scans, quand ils pèsent que 1 MO, on peut faire des publications Facebook très simples avec des modèles 3D. Hmm. On fournit du frame et au final, on affiche une iframe aussi simplement qu'une image. Donc, c'est-à-dire que pour tout ce qui est sculpture, art, etc., avoir le modèle 3D qui tourne sur la page Facebook, c'est quand même plus sympa, ou le site internet, c'est quand même plus sympa que la photo, quoi. Donc Carrément, voilà. Mhm. carrément. Et surtout si ils ont pensé à faire leur site web en web VR et que du coup je peux cliquer et me retrouver face à l'œuvre sur un site web, ça c'est quand même un peu Mhm. le bonheur. Ouais. Et après, du coup, donc il y a la réalité augmentée aussi par défaut. C'est-à-dire que les modèles 3D que tu regarderas sur ton smartphone, là, que j'ai publié un peu partout, Mm. quand tu les regardes, en fait, tu as une petite icône AR, en fait, et on utilise Google AR. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a Google AR sur son téléphone, en fait. Donc, ce qui fait qu'on est capable d'afficher les modèles 3D en réalité augmentée chez toi. Donc, c'est-à-dire que, pareil, sur des œuvres d'art ou des artistes qui voudraient communiquer sur leur statut ou conquérir de nouveaux publics, et ben la réalité augmentée, ben voilà, sur des œuvres monumentales, ben, on imagine bien, est-ce que cette œuvre monumentale va bien dans mon jardin? En réalité augmentée, c'est toujours sympa. Donc voilà, et ça c'est par défaut sur tous les modèles qu'on fait. Ouais. Bah, c'est top, c'est top. Bah écoute, c'est vraiment du super boulot et je pense que on a lancé un format cette semaine là sur le mercredi où on teste des applis pro et je pense qu'on ira faire un petit tour dans ton musée la semaine prochaine. Ah ouais, Voilà carrément. pour. Bah ouais, là tu m'as teasé, j'ai vu les petites images, je veux mettre la tête Ouais, dans le casque. Maintenant, allez voir, ouais. ça va être top. Et, et puis en tout cas, j'espère que que ça a marché pour toi. Et du coup, tu bosses qu'avec les musées ou tu cherches d'autres domaines? Alors du coup, bah non, je cherche forcément d'autres domaines, donc je me suis rapproché un peu aussi des galeries. Donc voilà, on m'a dit mais qu'est-ce qui t'empêche de créer ta propre galerie et de faire comme les galeries qui exposent et qui ont pignon sur rue et pourquoi pas ne pas numériser les œuvres des artistes, les exposer dans des galeries virtuelles et faire au même titre qu'eux, quoi. C'est-à-dire tu prends ta com derrière, quoi, comme les galéristes, quoi. Hmm. Et donc du coup ça c'est vrai que tous les artistes après, voilà, mais les artistes ont du mal à faire le pan parce que ils voient la numérisation comme une duplication et on n'est plus dans l'œuvre unique. On est voilà. Donc voilà, ils ont un peu de mal avec ça, mais bon voilà, faut pas tout mélanger non plus. Mets des NFT dessus. Ouais, donc voilà. Mais après aussi. Voilà, donc là j'étais avec ouais, les brasseries Coref chez nous. Et là, Hmm. les brasseries Coref ont envie de dynamiser un petit peu leur site internet et attirer de nouveaux clients. Bah, voilà, la visite immersive a toute sa place, des points de vue aériens avec le drone, des petites vidéos sympas avec l'équipe. Puis voilà, on a un petit paquet de dynamique tout de suite en place, donc ça c'est sympa aussi. Euh, et puis voilà, ouais, quelques projets donc, qui vont ouvrir aussi un musée là bientôt sur l'Andévennec, donc à côté de chez nous. Et là, ils sont en projet. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer un peu sur leur plan d'architecture qu'ils ont fait, enfin d'architecte qu'ils ont fait, et justement à apporter, nous, tout notre degré de réalisme et de 3D voilà, là-dedans. Donc, sachant que le musée sera fini qu'en 2022, donc du coup, ça serait d'avoir le musée avant le musée, quoi, donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui se trament, Non, donc c'est plutôt actif en ce moment, ouais, c'est bien. Mm.
C'est super, des beaux projets. C'est très très beaux projets. Puis bah, je te souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Voilà. Ouais. Et si jamais tu passes dans le coin de Saint-Malo, moi j'aime bien les falaises dans le coin là. Donc si tu peux nous les numériser en 3D comme ça, quand voilà, à Ah, Paris, ok. je pourrais aller On faire va un tour à faire reste- Saint-Malo. Ouais, c'est ça. Avant qu'elle soit érodée là. Hop. Mais Ah non, mais ça, c'est non. vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça, c'est tout à fait possible aussi. La numérisation avec le drone, sur tout ce qui est l'érosion des falaises et tout ça. Moi, j'habite Camaret, donc on est bien concerné par l'érosion. Et c'est vrai que là, on est capable de mesurer d'une année sur l'autre le cubage qui est tombé, quoi, par exemple. Donc, d'un point de vue volumétrique, prendre des mesures et mesurer le cubage qui est tombé de la falaise, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles avec le drone et la photogrammétrie aussi. Ouais. Eh d'accord. Donc en fait, genre tous les ans, tu viens faire le scan de la falaise Par exemple. euh, et Et faire des prévisions, tu. faire des prévisions en disant, voilà, il ne vous reste plus que quelques années à vivre. Voilà, c'est assez pessimiste, mais donc voilà, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Et alors, on nous demande dans le chat, tu poses là sur les falaises le marqueur à tous les 20 centimètres aussi ou tu as une autre technique? Ah non, 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 là sur des falaises comme ça, en fait, on se sert de la forme. Là, voilà, photogrammétrie, tout simple en fait. Donc D'accord. voilà, il n'y a, y a rien de plus compliqué. Mais je ne veux pas les mettre des mains sur la falaise. À la Oh, rigueur, je balance des balles de tennis. je sais pas, tu peux être très énervé aussi, tu vois, ce jour-là et dire, ok, je mets des marqueurs tout le long. Euh, non, non, Ça non, fait non, un non. chantier. Déjà, c'est pas concevable, c'est pas très écolo, et puis c'est surtout le mec qui va les enlever derrière. Après, c'est un peu galère. Non, Ouais, non, non, ouais. non. Donc, des choses comme ça, on est sur de la photogrammétrie, sur de la falaise, et en fait, il y a beaucoup de formes. Donc, en fait, ça aide beaucoup à la photogrammétrie. Faire de la photogrammétrie sur quelque chose de très plan, ouais, c'est un peu plus complexe. Mais dès qu'il y a de la forme, de la géométrie et de la couleur, bah, voilà, et de la bonne photo, parce que la clé, c'est vraiment la bonne photo. Ah oui, c'est Voilà, ça. voilà, photos blurrées, etc., reflets, enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs à bannir. Et puis on arrive à ressortir des beaux modèles 3D. Quoi. Enfin voilà, Bon, toute bah, l'idée c'est de faire les rotopos et de pouvoir sortir toutes les informations d'un modèle high poly, donc très détaillé, et de les rapporter sur un modèle low poly. Voilà. Donc c'est ça vraiment la technique pour avoir des beaux modèles 3D fluides. bah, en tout cas, tu vois, il y a un jeu d'escalade qui s'appelle The Climb. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, appeler Sébastien pour récupérer ses modèles de falaise et qu'on puisse aller faire de la varap en Bretagne. Ça Voilà, me semble cool. c'est ça, on peut faire ça, pas de problème. On peut même te faire l'appui en VR et tout si tu veux. On se va. Ça me, ça me rappellera mes années d'enfance, tiens. Eh ben, écoute, en tout cas, Sébastien, on va arriver au bout de l'heure. Ouais, C'était c'est un comme ça. plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que plaisir partagé, en tout cas. Eh ben ouais, également, c'est sympa. Et de toute façon, tu reviens nous voir quand tu veux. Voilà, dès que t'as des choses à annoncer, ce meet-up est là pour ça. Donc on s'appelle et puis bah, voilà, tu reviens nous voir pour parler Ok. de tes projets, des évolutions, faire un coucou, voilà tout ce que tu veux. En tout cas, pour te contacter, comment est-ce qu'on fait? On peut passer par ton site web, par ton LinkedIn. C'est ça, tout à fait. Page Facebook. Et puis, sur mon site web, il y a mes coordonnées, sur le Facebook aussi. Et puis après, je suis sur LinkedIn aussi, donc au niveau de la société et au niveau personnel, donc Sébastien Salin. Donc voilà, vraiment, on peut me retrouver. Et puis voilà, un petit peu les moyens de me contacter. Mais tu veux que je laisse un numéro de téléphone ou une adresse mail ou quelque chose? Non, voilà, Bah, tout est sur le site en tout cas. ok, tout est sur le site. Bah écoute, moi je mettrai, voilà, pour ceux qui sont en live, bah, je vous ai déjà mis le lien de téléchargement. Donc à partir de là, vous allez pouvoir retrouver bah, tout le reste Ouais, du c'est site et donc les contacts. page contact, on est bon. Ouais. Exactement. Et pour ceux qui sont en replay sur YouTube, comme d'hab, tout est dans la description et vous retrouverez le lien vers le site, le lien vers une adresse de contact s'il y en a une sur le site web, le lien Ah, vers le pas mal. Facebook et le LinkedIn de toute façon. Voilà, pour pouvoir contacter Sébastien facilement si son travail vous intéresse. En tout cas, moi, beaucoup. Et je te souhaite plein de beaux projets et de continuer dans cette voie-là. Eh ben, c'est gentil. Je te remercie pour tout ça. Je remercie à tous les auditeurs d'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt alors. Et ben à bientôt. Salut. Ça marche. Salut. Et alors, bon, les gars,